Bonjour à tous, bonjour Cyril Pedrosa. Bonjour Jean-Christophe. J'espère que vous êtes nombreux à nous écouter cet après-midi en ces temps de confinement. J'espère que vous avez des bandes dessinées à proximité, notamment celle de Cyril, et notamment l'Âge d'Or, autour duquel nous sommes réunis cet après-midi. Cette rencontre devait se faire en présentiel dans une bibliothèque de la ville de Paris, la bibliothèque Lévi-Strauss. Finalement, nous sommes accueillis dans une autre bibliothèque. Nous sommes dans la médiathèque Françoise Sagan, un très beau bâtiment, une très belle médiathèque où nous vous invitons à venir dès que le confinement sera terminé. Découvrez ce lieu pour lire notamment des BD. Nous sommes dans la salle de bande dessinée. Derrière nous, quelques bandes dessinées de Cyril. Cyril Pedrosa, auteur déjà bien connu maintenant dans ce paysage du 9e art. Il n'avait pas commencé par ça, mais on peut dire quand même que nous sommes un certain nombre à l'avoir découvert avec Trois Ombres, qui a été peut-être le premier album marquant de votre production, celui en tout cas qui nous a fait réagir, qui était assez douloureux sur le deuil, qui était assez fort, qui a été d'ailleurs remarqué et primé. On peut rappeler également que vous êtes l'auteur d'Autobio, Autobio qui est à la fois autobiographique et autobio, c'est-à-dire monsieur est écologiste, revendiqué, et c'est pas le seul ancrage politique qu'il revendique, et nous en parlerons sans doute, puisque L'Âge d'Or est une bande dessinée politique. Il y a eu également Portugal, parce que Pedrosa, vous l'aurez peut-être entendu, ça sonne un peu portugais, et là, vous partiez sur les terres de vos origines. Très bel album, encore une fois, un roman graphique, je sais, quand de l'autre côté du poste, les gens vont dire les romans graphiques, ça n'existe pas, c'est de la bande dessinée, oui, certes, mais en l'occurrence, il y a une telle veine littéraire dans ce que vous proposez qu'on peut parler de roman, et donc ça valait pour Portugal, ça vaut aussi pour les Équinoxes qui a suivi. Et donc là, votre dernière production pour l'heure, c'est deux tomes conséquents, 2 tomes où il faut les bras costauds pour les porter, parce que c'est quand même de gros livres, coécrits avec Roxane Moreille, et que vous avez donc signé chez Air Libre, label des éditions Dupuis, L'Âge d'Or. Ces deux albums-là forment une fable politique, une fable ancrée dans un Moyen-Âge rêvé, une fable féministe également, on peut le dire, je crois, une fable utopique. On verra si vraiment l'espoir que vous essayez de faire passer là, vous y croyez. Ça m'intéresse, ça nous intéresse. Et ce sont aussi deux grands albums, j'allais dire, virtuoses au niveau graphique. Tout le monde l'a dit, l'a reconnu, et nous en parlons également. Mais effectivement, d'abord, ce qui je trouve amusant, c'est que vous avez commencé à écrire ces albums-là en temps de campagne électorale. C'était avant 2017, avant l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République. Avec Roxane Moreille, il y avait une émulation entre vous et peut-être les gens avec qui vous avez l'habitude de débattre, une émulation politique. Et en l'occurrence, L'Âge d'Or, tome 2, le volume 2 qui sort là, sort presque alors que nous attaquons. Mélenchon a lancé Nous sommes déjà en campagne. Nous sommes déjà en campagne, a lancé la chose. Donc il y a là, je dirais, une marque politique très forte. Pourquoi avoir voulu une fable politique, Cyril Pedrosa? Enfin, j'allais dire que c'était déconnecté des circonstances, pas tout à fait, parce qu'évidemment les circonstances posent leur empreinte sur nous. Mais disons qu'au-delà, disons, de cette petite temporalité qui est celle des deux élections que vous venez de décrire, avec Roxane, à ce moment-là, on sentait une absence dans le discours. Non, c'est pas tant une absence de discours. On sentait une difficulté à faire entendre dans le débat public l'idée d'une remise en cause fondamentale de tout. Enfin, que ça puisse être dit à voix haute sans être tourné en dérision. Ça nous paraissait très difficile. C'est-à-dire que j'avais l'impression, et Roxane aussi, je crois, que la question qui se posait à ce moment-là et qui se pose encore beaucoup en ces termes est: le monde est ainsi, et comment pouvons-nous faire en sorte pour nous accommoder? Quels sont les éléments à la marge qu'on peut légèrement modifier pour en bouger légèrement l'inclinaison,
plutôt que de pouvoir dire à voix haute, mais non, le monde est certes ainsi, mais nous allons maintenant le modifier radicalement, fondamentalement. Enfin, bien sûr que cette parole, elle existe dans le débat public et dans la pensée politique, mais disons, à notre échelle, nous, de citoyens simples, et à l'échelle des débats qu'on percevait entre nous, etc., on avait l'impression que dire ça à voix haute, c'était très difficile, et être entendu, surtout, c'était très difficile. On était renvoyé systématiquement, à ce moment-là, aux échecs et aux erreurs du passé. Le communisme a échoué. Voilà, le communisme a échoué. Dans le meilleur des cas, les exemples contemporains, c'était le Venezuela, puisqu'on parle de Mélenchon. Enfin, c'est-à-dire être systématiquement renvoyé aux échecs, comme si ces échecs-là étaient une validation de l'instant. Et nous, ça nous paraissait mais absolument insupportable comme idée, en fait. Et ça nous paraissait être à contre-courant de ce qu'est l'histoire, vraiment. Et donc cette envie, elle est née de ça. Enfin, elle est née, oui, je pense, essentiellement de ça. Et après, il se trouve que par un concours de circonstances, elle trouve une résonance au fil des événements politiques. D'inscrire un discours de rupture. Pardon, je t'ai pas compris. D'inscrire un discours de rupture, de se dire non, la politique, ça peut aller jusqu'à dire radicalement non, ça veut dire changer fondamentalement notre société. Alors, on avait envie de ça, mais on avait envie de le dire d'une manière qui puisse faire. Alors justement, parce que c'est l'avantage des livres et c'est l'avantage de la fiction, c'est qu'on peut dire des choses clairement, à voix haute, mais d'une manière un tout petit peu dépassionnée, en prenant le temps. Et je crois que, enfin, j'espère qu'à la lecture de ce livre, on peut entendre ce que nous essayons de décrire avec Roxane, mais sans se sentir obligé d'y adhérer, d'abord. Je pense qu'on peut prendre un plaisir de lecture à ce livre, même si on n'est pas fondamentalement d'accord avec nous. Je pense que la manière dont on essaie de dire ça à voix haute permet cette distance-là. Et puis après, ça devient un objet de. En fait, ça devient un objet de discussion. Ça devient un sujet. En fait, ça devient un sujet. Et c'est ça, moi, qui me plaît là-dedans. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous dites le faire de manière apaisée, le faire de manière distanciée, offrir cette possibilité au lecteur de s'y retrouver même s'il n'adhère pas. Alors même que dans votre quotidien, vous êtes très actif par exemple sur les réseaux sociaux, vous êtes un homme en colère en permanence. Ah, oui, je suis en colère. Enfin, je suis en colère. Oui, mais la colère, je pense que c'est un point de départ. Enfin, c'est comme ça que je le conçois. Enfin, c'est pas une règle de vie. Hein. J'ai assez peu de conviction sur la manière dont les gens doivent se comporter dans la vie en général et dans l'action politique en particulier. Moi, je constate que, effectivement, la colère est souvent un point de départ. Mais après, il me semble que, en tout cas, peut-être à cause de mon tempérament, la colère n'est pas un bon moteur. C'est-à-dire qu'une fois, la colère est un déclencheur. Et de là, j'essaye, avec mes moyens qui sont quand même intellectuellement assez modestes, mais tout de suite d'être dans essayer de construire de la pensée. Et de pas être dans la réactivité par la colère ou par la peur ou par la passion en général. Après, je sais très bien qu'on est traversé d'affect et que c'est un moteur, je le sais malgré tout, mais je crois, je fais assez peu de choses uniquement sur l'impulsion de la colère. La colère, c'est simplement pour moi un signal, mais qui est un signal, je pense, qui est très sain, hein, comme la peur est un signal qui est très sain, c'est un signal d'alerte, la peur ou la colère. Alors après, il s'agit d'essayer de comprendre qu'est-ce qui vous met en colère et quelles conclusions vous pouvez en tirer dans l'action, là, d'une manière concrète, simple. Mais c'est une question de tempérament. Ce qui vous met en colère, apparemment, c'est, dans la vie en tout cas, comme dans ce livre qui commence par ça, sans divulgacher l'histoire, on peut dire que vous êtes du côté des gens de peu. Dès le départ, les premières pages, on est dans cette fable médiévale, moyenâgeuse, on est auprès de trois pauvres hères qui n'ont pas le pouvoir et qui aimeraient bien ne serait-ce que manger un bon cuisseau. Oui, voilà, c'est tout. Ils ne demandent pas grand-chose dans la vie, ils demandent juste de manger un truc bon un jour. De temps en temps. Voilà. Donc c'est ça, ce qui vous met en colère, c'est votre positionnement quand vous regardez le monde, il est de ce côté-là. Il est de ce côté-là, mais après c'est quand même très basique comme pensée politique. Hein. Je ne prétends pas qu'elle soit très élaborée, mais je n'arrive pas à me résigner. Et en plus, je parle à mon nom, mais en réalité, ce récit, c'est vraiment un récit de deux voix. C'est la mienne et c'est celle de Roxane. Et je crois que pour le coup, on ne parlait que d'une seule voix quand on écrivait tout ça. C'est simplement quelque chose d'assez élémentaire. C'est ne pas accepter ce qui fondamentalement ne nous semble pas acceptable en fait. Même si le monde est ainsi, je n'arrive pas à me résigner à l'idée que
je sais pas, c'est des choses simples que des gens meurent de faim dans ce pays. Moi, en tout cas, soit mal nourris, que des étudiants soient obligés d'aller faire la queue pour aller récupérer des colis alimentaires, moi, ça me paraît insupportable en fait. C'est votre retweet du jour. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est pas acceptable. Alors après, on peut construire un discours comme un ministre, un secrétaire d'État qui explique que malgré la pauvreté, on peut apprendre à cuisiner convenablement. Ou se dire, mais non, en fait, le problème n'est pas là. Le problème, c'est pas d'apprendre à cuisiner. Le problème, c'est que c'est pas normal que des gens puissent pas s'acheter des denrées alimentaires décentes pour nourrir leur famille. Alors après, ça, c'est un constat de départ. Et puis après, on peut essayer d'en tirer un point de vue politique, le construire, le théoriser, je ne sais pas, d'un point de vue marxiste ou d'un point de vue de l'écologie politique, et d'une certaine manière, peu importe, parce que là, enfin, pas peu importe, pas pour moi, mais ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas capable d'étayer ce discours-là. Moi, je peux juste faire un constat effectivement émotionnel, et ensuite, parfois, de temps en temps, le mettre dans une fiction, et c'est ce qu'on a essayé de faire là avec Roxane. Alors cette fiction, vous l'installez dans on le disait, un Moyen-Âge rêvé, d'enluminure. Pourquoi avoir choisi cela plutôt que de faire soit une fiction contemporaine, soit de la bande dessinée de reportage par exemple? Alors c'est vrai que ça aurait été un angle. Je me rappelle qu'au début du livre, moi j'ai essayé de convaincre Roxane de faire justement pas un BD reportage, mais presque une BD documentaire sur l'histoire de la gauche au XXe siècle, post-Seconde Guerre mondiale. Et pour essayer de comprendre, mais même pour nous-mêmes, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce qui s'est passé là? À quel moment nos illusions ont vrillé? Où est-ce qu'on a échoué? Pourquoi? Comment? Essayer de comprendre. Et Roxane me dit oui, c'est très intéressant, mais ça va être un peu ennuyeux. Non, Étienne Davodo le fait très bien. Mais Étienne Davodo, c'est une question. Et je pense qu'Étienne Davodo, et d'autres même, le font très bien. Mais c'est une question de tempérament. Et peut-être qu'on est. Elle a raison là-dessus. Je pense qu'on est un peu plus opérant quand on fait de la fiction, je crois. Alors pourquoi ce Alors Moyen-Âge? pourquoi? Mais parce qu'en fait, justement, comme parler ça dans un univers contemporain, essayer de dire à voix haute, voilà, on veut que le monde soit radicalement différent, et on a raison en plus de le dire. Ça, c'est très. Enfin, on avait l'impression de ne pas trouver les clés pour que le lecteur accepte cette idée, accepte d'écouter ça. Alors que très très vite, en fait, quand on a commencé à réfléchir à cette histoire, c'est un peu un concours de circonstances qui a fait qu'on l'a envisagé au Moyen-Âge. Parce que j'avais fait des dessins, on était dans un train, je me rappelle, j'avais fait des dessins, j'avais dessiné une princesse, et puis ensuite sur un cheval, et on essayait d'imaginer son histoire. Et quand on a commencé à parler de son histoire, tout de suite, en fait, des enjeux politiques sont arrivés, et on s'est dit, mais en fait, ça marche très très bien. Ça marche très très bien parce que tout le monde connaît ce monde féodal, même si le monde féodal qui est décrit dans le livre n'a pas d'historicité, enfin, c'est pas le Moyen-Âge en Europe, évidemment, c'est autre chose, mais simplement ça s'appuie sur un imaginaire commun et des faits. On connaît ce monde féodal. On est presque dans le contes et légendes, quoi. Presque. On est à la lisière. Et on s'est dit, mais en fait, voilà, tout le monde sait que ce monde féodal, un jour, s'est effondré. Tout le monde sait que beaucoup de gens espéraient que ce monde s'effondre, tout en se sentant complètement prisonnier de ce système et en ayant la conviction et un discours dominant voilà, qui était que ce monde-là avait vocation à être éternel. Et on s'est dit, mais le lecteur, si on lui parle de ça, non seulement il va comprendre les désirs ardents des personnages, mais en plus il va être d'accord avec eux. Trois pauvres airs du début. Mais je pense que n'importe quel lecteur qui dit ça se dit, mais évidemment qu'ils ont raison de vouloir manger des cuissots eux aussi, et surtout ils ont raison de vouloir que ce monde s'écroule, change puisqu'il peut être autre. Puisqu'il s'est écroulé finalement. Parce qu'il s'est écroulé. Et notre discours qui est vraiment très simple en fait à l'intérieur du livre, c'était de dire, eh bien, peut-être qu'aujourd'hui nous sommes dans la même situation. Nous sommes dans la même situation. Nous avons autour de nous un monde qu'on nous décrit comme allant de soi. D'une certaine manière, on a devant nous un horizon capitaliste pour l'éternité, qui est le monde naturel qu'on nous décrit, mais qui malheureusement, qui visiblement ne satisfait pas plein de monde. Nous, enfin moi, Roxane, plein de gens, je crois, et des gens qui en souffrent énormément, et qui se disent, mais en fait non, ça pourrait être tout à fait autre chose. Alors quoi? Et c'est ça, et alors ça c'est un volet qu'on décrit pas du tout dans le livre, mais ces gens-là qui se révoltent, eux, ils n'ont aucune idée de ce que va être le monde après. Ils parlent juste du constat que ce monde n'est plus acceptable en fait. Mais ils sont dans l'incapacité de décrire ce que sera demain parce qu'ils parlent d'aujourd'hui. Et on est exactement dans la même situation. Et quand on décrit des espérances, on nous renvoie sans arrêt, mais qu'est-ce que vous voudriez? Ce serait comment? Allez-y, décrivez-nous notre monde. Et là, on est tétanisé, on ne sait pas quoi dire, on n'ose même pas le dire d'ailleurs, tellement ça paraît aberrant. Mais c'est normal en fait, on ne peut pas le décrire. L'homme du XVIIIe siècle ne peut pas décrire le XXe siècle comme un espoir.
C'est inimaginable ce monde-là. Mais celui du 18e, ou en tout cas du 19e, imaginait. Imaginait, mais que ce soit ceux qui imaginaient de manière marxiste éventuellement. Alors là, on s'y enfonce un peu dans le temps, mais si on revient au monde féodal, je pense que le paysan dans le Limousin en 1785 est dans l'incapacité d'imaginer ce que sera la société française dans 30 ans. Et dans l'incapacité totale. Et quelles que soient ses aspirations, quand bien même il en est marre d'aller travailler dans les terres de son seigneur, etc. Je pense qu'il n'a aucune idée de ce que peut être ce monde-là. Mais par contre, il est sans doute capable, et beaucoup l'ont fait, et même certains sont. Il y a eu plein de révoltes à ce moment-là, ils sont capables de dire en même temps, on a vraiment marre de ce monde-là, mais vraiment marre. Et on va aller brûler les greniers, enfin des choses comme ça. Mais donc c'était en fait simplement, c'était pas résoudre la question, c'était pas dire voilà, on va faire ça, c'était simplement dire on a le droit, et il est légitime et sans doute assez juste de dire ce monde-là ne nous convient pas et on voudrait qu'il soit absolument différent. Alors vous disiez avoir commencé par dessiner une princesse à cheval dans un prince, c'est ce que vous venez de nous raconter. Justement, c'est pas un prince, c'est une princesse. C'est une princesse. Pourquoi ? Eh bien, c'est un heureux concours de circonstances, je crois. D'abord parce qu'il y avait ce personnage-là, au tout début de cette histoire, il y avait une princesse que j'avais dessinée, mais comme j'ai dessiné plein de choses dans mes carnets, et puis il se trouve que j'avais pas vraiment prévu de travailler sur ce projet, en fait. Et c'est vraiment en parlant avec Roxane Moreil pendant ce voyage que cette histoire s'est construite et que ce personnage féminin, cette princesse, est devenu au cœur d'un récit en parlant avec Roxane. Et ça faisait, je crois que c'est la première fois en fait que j'écrivais vraiment, que j'écrivais une histoire avec quelqu'un. Et au bout de ces 2 heures de train avec Roxane, on s'est tout de suite dit, mais en fait, il faut absolument qu'on écrive cette histoire ensemble, parce que là, tout à coup, il y a ce personnage-là prend une ampleur que moi seul, je pense que je ne lui aurais jamais donnée, avec des péripéties que je n'aurais jamais pensé à développer, etc., etc. Et donc c'est vraiment dans ce dialogue entre elle et moi, entre Roxane et moi, que le récit a pris cette singularité-là. Donc je pense que c'est vraiment lié beaucoup aussi à la personnalité de Roxane, enfin, vraiment. C'est en ça que cette fable médiévale s'inscrit encore plus dans notre temps. Et je dirais dans notre temps, là vraiment de manière concrète, précise, pas le siècle, les années que nous traversons, parce qu'il est question de, comment on dit en anglais, empowerment, d'autonomie féminine, beaucoup. De trouver sa puissance. Ouais. C'était aussi une clé au départ de votre réflexion ? C'est une clé à réflexion. Alors c'est vrai qu'on aborde depuis le début toute cette conversation sous l'angle, sous la structure, sous les fondations de ce livre. Alors effectivement, il y a l'enjeu politique, il y a les questions féministes, et la manière dont tout ça s'articule, se répond, parfois est en conflit. On en parle un tout petit peu dans le livre, dans la manière dont les différents mouvements d'émancipation qui semblent avoir un horizon commun, en fait, ont des tiraillements internes entre eux. Des conflits de stratégie, des conflits même de vision du monde qui sont liés de là où on regarde quand on est, quand on est par exemple, je sais pas moi, une femme noire de 25 ans en France, on ne regarde pas le monde tout à fait de la même manière que quand on est un ouvrier blanc de 65 ans d'origine polonaise, par exemple. Et pour autant, on peut être traversé par les mêmes désirs d'émancipation. Et ça peut créer des contradictions. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on avait ça en tête, c'est vrai. Mais bizarrement, quand on a commencé à écrire, et pendant tout le long, on était plutôt porté par le fil, par le plaisir de créer des péripéties. C'est assez étrange, c'était une dynamique d'écriture qui était assez étrange. C'est-à-dire que le livre, c'est pas du tout, enfin je crois pas, hein, c'est pas un discours, là je parle beaucoup d'une manière assez théorique, mais dans le livre ça ne l'est pas du tout, c'est des gens qui vivent des aventures en fait. Oui, c'est moi qui vous pose la question. Non, mais c'est moi qui vous oblige à parler politique. Non, mais parce que c'est très présent. Et dès le départ. C'est très présent dans le livre. Et c'est encore plus présent, encore plus visible, je crois, dans le deuxième volume. Parce qu'il y a une noirceur dans le deuxième volume et qui rend les tensions politiques encore plus visibles, je crois. Enfin, je pense. Mais en réalité, c'est présent dans tout le bouquin et je ne le nie pas du tout. Mais dans la manière dont on l'a abordé, on n'a pas fait une liste comme ça des grands sujets politiques qu'on voudrait aborder. On a plutôt essayé de suivre le fil des péripéties, et je pense qu'on devait vraiment être très très préoccupé par ce sujet-là à ce moment-là, parce que très très naturellement, les péripéties qu'on construisait étaient des illustrations de ces enjeux. Et alors après, pendant tout le temps d'écriture, il y avait un temps
de recherche d'équilibre avec Roxane, où on se rendait compte de temps en temps qu'on se laissait complètement emporter par les péripéties. Ça nous est arrivé vraiment plein de fois, d'imaginer plein d'aventures incroyables à ces personnages, et de se rendre compte qu'on s'éloignait totalement de notre sujet, et de devoir y renoncer un peu, un peu à regret. Et de temps en temps, on se rendait compte justement qu'on forçait l'histoire, et qu'on devenait un peu théorique, et qu'on faisait un peu du prêchi-prêcha, et que c'était pas ça qu'on voulait faire. Et donc ce qu'on voulait, c'était essayer de trouver une espèce d'élan naturel des événements, des péripéties pour qu'il y ait un flux comme ça, une aventure, mais sans jamais perdre ce qu'on avait envie de dire. Mais c'était étrange parce que ça ne se faisait pas sur un programme. Je pense qu'on était vraiment animé par cet élan-là quand on écrivait ce scénario. Alors je vais encore freiner l'élan, je vais encore rester dans le... Mais ça me va très bien. Dans les fondations du travail. C'est quand même pas un hasard si dans le premier volume, on arrive en pleine forêt dans un gynécée. Non, c'est pas du tout un hasard. Non, c'est pas du tout un hasard. C'est un gynécée et c'est un phalanstère féministe aussi. C'est un peu les deux. C'est-à-dire que c'est loin de tout, mais c'est quelque chose qui se joue encore aujourd'hui. Enfin, il y a un peu de mouvement d'ailleurs dans la manière d'essayer de créer des interstices dans un contexte politique où on peut se sentir prisonnier. Il y a une tentation, par exemple, de la fuite, de créer comme ça des îlots à l'intérieur duquel on va réussir à vivre le monde rêvé, mais en se tenant à l'écart du monde tel qu'il se déploie en ce moment. On retrouve les utopies du 18e, par exemple. Du 18e, mais aussi des communautés anarchistes au début du 20e siècle. Oulazade, de Nantes, qui était à côté de chez vous à l'époque. Cette question, elle traverse beaucoup ces mouvements-là aussi. Qu'est-ce que c'est une ZAD? Est-ce que c'est un point de départ? Est-ce que c'est pour créer un îlot politique comme ça qui serait protégé de tout, ou est-ce que c'est un point de départ pour créer d'autres ZAD, ou est-ce que c'est un point de départ pour créer des actions, pour revenir à l'intérieur du monde réel dont on veut s'échapper pour ensuite agir? Il y a plein de, pas forcément de débats, mais en tout cas il y a un peu des tensions là-dedans sur ce qui anime tout ce moment-là. Et vous, par exemple, vous pensez qu'est-ce que j'en pense? Moi je pense que la ZAD c'est comme créer une espèce de fracture, de petit interstice comme ça qu'on essaye d'ouvrir. Mais je pense que c'est qu'un point de départ. Vous êtes allé à Notre-Dame-des-Landes? Non, jamais. En fait, je voulais y aller avec Loïc Sécheresse, autre auteur de bande dessinée. Et j'allais dire un chroniqueur du temps, parce qu'il dessine beaucoup, lui aussi de manière engagée, et vous avez manifesté ensemble. On a manifesté ensemble et on a dessiné ensemble pendant les manifestations. Et on avait prévu d'aller à la ZAD il y a quelques mois, et puis voilà, les événements nous en ont empêchés. Mais en fait, c'est un très très bon exemple, c'est-à-dire que pourtant je me sens très très proche de ce moment-là, de celui-là, et pourtant j'ai jamais mis les pieds. Alors que c'est un endroit où on est bienvenu, enfin, je veux dire, tout le monde peut y aller. Hein. Mais alors ça raconte d'abord quelque chose de ce que je suis sans doute, hein, c'est-à-dire un bourgeois qui vit à Paris dans son confort et qui a du mal à s'en extirper pour sortir justement de ses habitudes. Et puis quoi d'autre? Non, après, alors non, je reviens du coup pour essayer de pas perdre le fil de ma réponse. Ouais. Moi, je vois ça comme un interstice, mais qui est un point de départ, c'est-à-dire que c'est comme un camp de base pour revenir ensuite, dans lequel on se replie, pour ensuite revenir agir dans le monde réel. Voilà, c'est comme ça que je le conçois. Pas du tout comme une fin en soi. Mais d'ailleurs, je ne pense pas du tout que les gens de la ZAD de Landes considèrent que la ZAD soit une fin en soi, je ne pense pas. Revenons à l'âge d'or, et en l'occurrence, vous disiez, au-delà de ces fondations politiques, ces réflexions sur la société, sur la manière... Il y a des péripéties, il y a aussi des personnages. Et d'abord, ce sont des personnages, parce que les péripéties n'existent que parce qu'il y a des personnages. Vos personnages sont assez forts, et là aussi, on pourrait croire, avec les discussions que nous menons depuis le début, qu'il y a d'un côté les hommes, de l'autre côté les femmes. Non. Tancrède le fit-elle serviteur, enfin serviteur chevalier, et là auprès de la reine qu'il trouve légitime. La mère de votre princesse n'est pas une femme aimable, par exemple. Non. Donc vous avez complexifié, les choses ne sont pas noires ou blanches. Oui, je suis content que vous disiez ça, parce qu'effectivement, c'est pas une répartition des rôles avec les gentils et les méchants. C'est pas comme ça. C'est plutôt, on essaie de décrire toutes les contradictions que nous contenons tous. Alors après, elles s'expriment différemment en fonction de nos tempéraments, mais même Tilda, qui est le personnage principal de ce récit, et que l'on suit, enfin, on est pratiquement toujours à ses côtés. Pas toujours, mais on est pratiquement toujours à ses côtés pour suivre ce récit. C'est un personnage qui
qui a beaucoup de contradictions, et des contradictions très très puissantes, et qui vont très très loin dans le deuxième volume. Par exemple. C'est-à-dire que Tilda, qui est portée par un élan, en tout cas dans un premier temps, d'abord elle est à la recherche de son destin, elle essaie de comprendre que doit-elle faire dans de telles circonstances. Beaucoup de gens se posent cette question-là. Il se trouve que Tilda, elle a des responsabilités particulières qui sont liées à son rang. Dans ce monde-là, elle a des responsabilités particulières. On peut quand même dire, parce que c'est le tout début de l'histoire, que elle est là parce qu'elle devrait devenir reine, Voilà. à la mort de son père, et qu'elle est dépossédée de ce titre et de ses responsabilités parce qu'elle est une femme. Parce qu'elle est une femme. Parce qu'elle est une femme, alors parce qu'elle est une femme, mais c'est là que ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur sa mère, et aussi parce qu'elle est victime d'un complot politique où sa mère, alors effectivement, sa mère utilise la puissance du patriarcat pour obtenir du pouvoir pour elle-même. Enfin, c'est un truc assez tordu. C'est-à-dire que vous êtes assez tordu. Pas tant que ça, franchement. Mais, et donc le personnage de Tilda, elle est condamnée à l'exil, et justement par son rang, par la nature de son histoire, elle se sent malgré tout avec une responsabilité singulière. Dans ce monde-là, une fille de roi estime qu'elle a une responsabilité particulière. Et elle a avec elle des compagnons de voyage, il y a Tancred, qui effectivement qui est un chevalier au service du pouvoir ce serait légitime. Voilà, au service du pouvoir légitime. Mais qui en même temps n'est pas aveugle des contradictions du pouvoir et de ses dérives. Il les perçoit. Et c'est par penchant naturel, et par un penchant naturel qui s'accommode de son légitimisme, qu'il suit cette princesse. Ça lui permet de faire coïncider les deux. Et puis il y a un autre compagnon qui est Bertil, qui lui est un compagnon de jeunesse de Tilda, et qui est un garçon qui vient du peuple. Mais qui a grandi à ses côtés. Donc lui aussi, il est un peu entre deux mondes. Mais ce qui fait qu'il ne voit pas les mouvements qui traversent ce royaume exactement de la même manière que Tilda. Et puis donc, le récit se met en mouvement. Tilda, dans le premier... Il précise même, le fameux Bertil, à un moment donné, alors que son maître, son chevalier, Tancred, a donné sa parole de chevalier pour ne pas faire quelque chose, et il lui dit, moi j'y vais. Ah ben non, on a donné notre parole. Oui, vous êtes chevalier, pas moi je ne le suis pas. Oui, pas. Absolument, il n'est pas chevalier. Et il exprime à un moment donné à Tilda que voilà, le monde étant tel qu'il est, ils ne sont jamais du même côté, en fait, en réalité. Et donc Tilda essaie de comprendre quel est son destin. Et puis dans le tome 2, sans trop en dévoiler les choses, le temps a passé et Tilda est devenue un chef de guerre. Et ce n'est pratiquement qu'une grande bataille. Ce n'est qu'une grande bataille. C'est-à-dire que le premier volume, je crois, se déroule sur plusieurs mois, en réalité, si on essaie d'imaginer la temporalité. Ensuite, il y a une ellipse de plusieurs années entre les deux récits, et le deuxième tome se passe sur une dizaine de jours. En fait, c'est une longue bataille. L'histoire commence, on est déjà au cœur d'un long siège. Voilà, la guerre a commencé depuis longtemps, elle s'est enlisée. Tilda est devenue un chef de guerre, animé d'un étrange élan. Jeanne d'Arc. C'est Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc telle qu'on nous l'a vendue, je dirais, à l'école pendant... Vraiment, oui, c'est ça, vraiment la Jeanne d'Arc iconique, mais sauf que disons, l'élan de Jeanne, on le connaît, elle avait des voix divines, et elle les écoutait pour savoir quel devait être son chemin et quelles devaient être ses actions. Tilda, c'est autre chose. Tilda, elle est animée d'une espèce d'énergie intérieure, quelque chose qui la dévore, dont on découvre dans le livre dans le tome 2 de quoi il s'agit. Mais ce qui se passe du coup pour elle, ce qu'on voit de toute évidence, c'est que l'exercice du pouvoir et cette espèce de toute puissance qu'elle semble avoir l'a rendue insensible au monde, en fait, et l'amène de toute évidence vers une impasse totale et vers une perte totale du sens de ce qu'elle est en train de faire en réalité. Elle combat d'une manière obstinée, en semblant avoir totalement oublié pourquoi elle combattait. Et quiconque la contredit en essayant de lui rappeler pourquoi elle combat, est a priori condamnée à aller en prison. Enfin, voilà, elle est prise dans l'ivresse du pouvoir. Ça va même plus loin. Vous vous souvenez comme il avait changé, Obama, en quelques années de pouvoir, comment ses cheveux, c'est pas vous que je parlais des cheveux, ah oui, bien sûr. évidemment, vous ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps, ouais. Mais lui, physiquement, il avait changé. Je ne sais pas si vous avez vu les photos de Trump aujourd'hui, mais aujourd'hui, non, hier aujourd'hui, non. Eh ben, il n'a plus les cheveux orange. Ah oui. Ça y est, il a les cheveux gris.
Il a renoncé là. Là. En 48 heures, il a renoncé à se teindre les cheveux. Et ça change complètement sa tête. Quelque chose a changé. Et je dis ça pourquoi pas pour reparler politique là d'un coup, mais parce qu'entre ces deux tomes, ces deux volumes que j'alterne dans mes mains depuis le début de notre conversation, elle change votre Tilda. Elle est physiquement éprouvée. Alors elle est physiquement éprouvée, pas tout à fait pour les mêmes raisons que Barack Obama ou Donald Trump. Elle subit vraiment quelque chose. Il y a quelque chose qui agit sur elle, qui la transforme vraiment comme un poison. Elle est irradiée par quelque chose. Mais elle n'est pas la seule. Son père l'a été aussi. Enfin, on l'a oublié, mais en fait, c'est dans les premières scènes du livre. Son père portait sur lui des stigmates, quelque chose qui était les traces du même mal. Son frère porte aussi les mêmes traces, mais d'une manière un peu moins puissante parce qu'il est un peu moins proche qu'elle de cette énergie-là. En fait, elle est vraiment dévorée par une force destructrice, mais qui a à voir avec l'usage du pouvoir. C'est l'usage du pouvoir. C'est l'usage du pouvoir. C'est l'usage du pouvoir. Et c'est l'usage du pouvoir, mais qui est d'autant plus destructeur dans le cas de Tilda. Alors, je ne vais pas me lancer sur un avis sur Obama ou Trump, mais dans le cas de Tilda, véritablement parce qu'elle a tordu le sens de la puissance dont elle disposait. Elle est enivrée de cela, elle l'a mis à son propre service, et plus du tout au service du bien commun, comme c'était son élan. Il y a quelque chose qui s'est perdu en route, et plus personne n'a la possibilité de la remettre sur le droit chemin. En fait, elle a construit un pouvoir total autour d'elle, qui ne subit aucune contradiction. Et je pense que peu de gens qui exercent le pouvoir sont à l'abri de ça. Je rassure ceux qui nous regardent et qui n'auraient pas encore lu L'Âge d'Or, nous n'avons encore rien dévoilé de l'histoire. Rien dévoilé. On est très théorique pour l'instant. On reste sur le fil, mais on n'a rien dévoilé. Vous pouvez vous lancer dans cette immense, des heures de lecture, dans cette immense épopée, parce que ça tient de l'épopée, et en l'occurrence, vous ne savez encore rien, et vous ne saurez rien d'ici la fin de cette discussion. Peut-être quand même, on parlait d'ivresse, il y a une ivresse absolue dans ce travail, c'est l'ivresse du dessin. Je pense vraiment que, quel que soit le lecteur qui prendra en ses mains ces deux albums, ne pourra qu'être ébloui par votre travail et l'adéquation, évidemment, avec cette fable médiévale. C'est-à-dire que vous avez été chercher dans Bruegel certaines manières de faire tenir une histoire, ou en tout cas une séquence, un récit en une seule image. Vous êtes allé chercher dans les enluminures une manière, dans les livres d'heures, une manière de raconter et de dessiner et de mettre en couleur du Moyen-Âge. Je me souviens aussi qu'il y a quelques années, je vous avais invité à parler d'une toile de maître, et vous aviez choisi les Nymphéas de Monet, parce qu'on touchait à l'abstraction et à l'usage de la couleur. Et vous disiez, Monet, toute sa vie, s'est posé la question de la couleur. Alors, comment Pedrosa se pose-t-il la question de la couleur, qui n'est pas tout à fait la même dans les deux albums. D'ailleurs, les couvertures le disent déjà. Il y a une évolution. La couleur, pour moi, c'est un mystère absolu. En fait, je peux pas dire mieux que ça. C'est un mystère absolu. Et je m'emploie autant que possible d'essayer de le résoudre, de trouver des solutions, mais j'ai toujours l'impression que c'est quelque chose de beaucoup plus insondable, immense que le dessin. Ce qui est absurde, sans doute. Enfin, mais dans le dessin, j'ai l'impression d'avoir acquis quand même au fil du temps une sorte du savoir-faire, mais comme n'importe quel auteur ou autrice, au bout d'un moment, on acquiert du savoir-faire. Mais au-delà de ça, j'ai l'impression dans le dessin d'avoir des possibilités de me représenter mentalement ce que je veux faire. Je suis en capacité de mentaliser les images, les dessins, avec une limite à ça, parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus. Enfin, moi, ça m'amuse beaucoup plus quand je suis surpris que je produis des images auxquelles je ne m'attendais pas, mais quand même, dans le dessin, j'y arrive. J'ai des capacités de projection. En couleur, pas du tout. En couleur, vraiment, c'est un point faible, en fait. C'est-à-dire que quand je commence une mise en couleur de page de L'Âge d'Or, je ne sais absolument pas où je vais. Je ne sais pas ce que je vais trouver. Donc, à chaque fois, c'est vraiment toute une petite expérimentation pour essayer de trouver
voilà, des ambiances colorées qui vont être justes par rapport au récit. C'est pas du tout mon élan naturel, la couleur. Je suis émerveillé par quelqu'un comme Benjamin Bachelier ou d'autres qui ont une puissance comme ça dans l'utilisation de la couleur, une énergie que j'ai pas du tout. On laissera les lecteurs seuls juges de votre humilité par rapport à la couleur, évidemment. Non, mais je ne prétends pas que ce soit un travail médiocre. Hein. On a réussi à faire un bon travail. En plus, c'est un travail qui s'est fait à trois, hein, avec Jean Tréguier et Marie Millotte. On a construit ensemble la couleur de ce livre-là. Mais je sais vraiment que c'est... je suis content du résultat, mais vraiment je suis content du résultat. Il y a des séquences que j'aime beaucoup, des séquences colorées dont je suis très content, mais je sais que c'est vraiment une conquête à chaque fois pour réussir à trouver ça. Ça ne va pas de soi. Le dessin est beaucoup plus naturel, beaucoup plus simple. En fait. Alors revenons au dessin, revenons à la base, puisque vous disiez que c'est là beaucoup plus naturel pour vous. Vous dessinez, autant les couleurs se fait sur ordinateur, hein, on peut le dire, autant vous dessinez encore et vous ancrez sur papier, c'est ça? Oui, au pinceau, sur du papier. Ouais. Un travail de moine qui rappelle un peu celui des moines copistes. Il faut beaucoup de patience. Alors je suppose pour tout auteur de bande dessinée, mais peut-être plus encore quand on a votre style graphique, en tout cas pour ce livre-là. Pour ce livre-là. Après, je pense que ça c'est vrai. C'est un rythme très particulier au travail de création en bande dessinée. C'est un rythme long. Même si on parlait tout à l'heure de Luc Sécheresse, qui est un auteur qui a un dessin avec beaucoup d'énergie comme ça, qui est très spontané, très vivant, mais il n'empêche qu'il doit quand même passer 1 an, 18 mois, parfois 2 ans sur un livre. On n'y change rien. Il y a un temps incompressible de la création en bande dessinée qui est très singulier et avec lequel il faut composer. Et sur ce livre-là en particulier, une fois que la ligne esthétique a été trouvée, et elle a été trouvée en partie grâce à Roxane, vraiment on a eu beaucoup d'échanges et j'ai tâtonné un peu, j'ai eu un petit peu de mal à trouver quelle serait la bonne esthétique en fait pour le livre. J'avais du mal à trouver quelque chose qui permettrait d'avoir cet effet un peu de toute petite étrangeté et de fantasmagorie, mais avec en même temps, on voulait que ce soit séduisant, on voulait qu'il y ait justement le charme des aventures, on voulait que ce soit charmant malgré tout, mais pas forcément évident. Et c'est Roxane beaucoup qui m'a incité à aller vers d'aller puiser dans des références au lieu d'aller puiser dans mes propres références, d'aller ailleurs, d'aller chercher ailleurs. Et donc c'est un dessin. On a vu disparaître les transparences qu'il pouvait y avoir dans les équinoxes, qu'il y avait des gens partis dans Portugal, par exemple. C'est pas le même style. Non, c'est pas le même style. On n'est plus du tout dans ce que vous faisiez dans Trois Ombres. Non, c'est très différent. En fait, c'est comme si, avec ce livre-là, petit à petit, on construit un petit univers comme ça, visuel. C'est-à-dire que les chevaux sont ainsi, les arbres, les forêts sont ainsi, les châteaux sont ainsi. Et ça crée un monde, et je pense que c'était important pour ce livre-là, parce que ça donne, justement, ça crée un effet de monde et de cohérence d'ensemble qui est nécessaire, je pense, pour encore plus facilement plonger dans l'histoire. Mais comme on plonge dans un conte de fées, enfin vraiment, c'est-à-dire on plonge dans ce monde-là et on se dit il existe. Voilà. Alors la contrainte de ça, c'est que pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, il faut dessiner avec le même univers, ce qui n'est pas toujours facile. L'avantage, c'est que plein de choses sont résolues. On s'est passé les premiers mois de tâtonnement sur le premier album. Après, je savais ce que j'avais à faire. Alors, bien sûr, il y a toujours des questions de narration, comment on raconte cette séquence. Mais esthétiquement, la ligne est posée. Et la difficulté, c'est plutôt de la tenir sans se lasser, en fait. Pour essayer de réinjecter de la joie, de l'élan dans le dessin, pour que le lecteur le retrouve. Ça, c'est pas toujours facile. Mais je pense que c'est vraiment une question qui se pose pour tout auteur ou autrice de bande dessinée, vraiment. Vous avez inscrit ce travail dans le merveilleux, dans le monde du merveilleux. Quelles étaient vos références en la matière? Alors, en fait, en termes d'esthétique et même en termes de bande dessinée, j'en ai très peu. J'en avais très peu. C'est quelque chose que je lis très peu, par exemple. La fantaisie, c'est quelque chose que je lis très peu. Le Seigneur des Anneaux, c'est pas Alors là, je dois avouer que j'ai commencé... Non, j'ai essayé de le lire adolescent et ça m'est tombé des mains. Je sais que c'est vraiment... Non, vous avez le droit. Mais j'ai pas réussi du tout à rentrer dans cet univers-là. Alors après, c'est des univers qui sont tellement puissants qu'ils rentrent en vous même si vous ne les avez jamais lus. C'est la puissance de ces fers de lance populaires comme ça, c'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans notre imaginaire commun
Évidemment, j'en ai une vision superficielle, mais j'ai quand même une certaine vision de ce que c'est que le monde de Tolkien par exemple, et de toutes les représentations qu'il y en a eu. Mais j'étais pas tout à fait là-dedans avec ce livre-là. C'est-à-dire que j'ai plutôt essayé, je crois que je suis vraiment parti, euh, effectivement, enfin, des enluminures, les richeurs, des choses comme ça. Le travail d'ornement et le travail de contraste. Alors, pour le coup, c'est les couleurs, mais ça influence sur le dessin. La broderie, la tapisserie, par exemple, le fait de tisser avec des fils dorés ou des fils clairs sur des tissus sombres, ça amène une certaine esthétique, ça amène une certaine manière de dessiner les corps, les lignes. Et ça m'a plutôt influencé, beaucoup plus que l'univers de la fantasy que je connais très mal, vraiment. Vous dites que la création se nourrit de tout, qu'elle est vorace. C'est ce C'est que vrai. vous avez dit un jour dans une interview que vous m'aviez accordée. Même les accidents Ah oui. de travaux. À l'époque, vous preniez l'exemple de Philippe Dupuis, auteur de bande dessinée contemporain, qui avait eu un problème et qui a été obligé de dessiner de la main gauche et qui en a fait radicalement un apport à sa Un élan de manière, création. un élan de création, qui d'ailleurs depuis n'a plus jamais dessiné comme il dessinait auparavant, même ayant retrouvé l'usage de ses deux mains. De tels accidents se seraient produits dans votre travail sur l'âge d'or. Il y a des choses qui sont arrivées comme ça par hasard et dont vous vous êtes saisi. Il y en a eu assez peu. Il y en a eu assez peu. Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à dessiner les toutes premières planches du tome 1, euh, j'ai commencé vraiment à dessiner en préparant assez peu mes planches. C'est-à-dire que les premiers éléments, justement quand on trouve les trois paysans dans la forêt, c'est des pages que j'ai vraiment dessinées euh, à la plume, ou, je crois, d'ailleurs, en l'occurrence, sur ces premières pages-là, d'une manière comme ça un peu spontanée. J'installais à peine la composition de l'image, mais vraiment sans rien résoudre. Je me disais, voilà, là il y a un personnage, là il y a un personnage, et c'est tout. Et j'essayais d'avancer comme ça. Et c'est ça qui m'a amené à représenter par exemple la végétation de cette manière-là. C'est le fait de la créer comme ça, enfin, d'une manière plutôt improvisée. Et après, par la suite, c'est devenu. Donc, c'est pas véritablement un accident, mais c'est, disons, essayer de prendre un petit chemin où on se laisse dériver, comme ça, pour voir où ça amène. Mais après, c'est devenu en fait une référence que j'ai suivie pendant tout le reste du livre. Et honnêtement, je crois qu'à partir des 50 premières pages, là, j'étais vraiment sur des rails graphiques que je devais tenir. Et il n'y a pas eu beaucoup d'accidents dans ce livre-là. Enfin, il y a des choses dont j'ai le sentiment de ne pas avoir réussi à faire, mais il n'y a pas eu d'accident que j'ai pu utiliser comme ça dans la création, pas vraiment. Le dessin a-t-il évolué, votre dessin a-t-il évolué au long de cette très longue campagne graphique? Oui, oui, quand même. C'est inévitable, je pense. C'est vraiment très, très, très difficile de tenir un dessin pendant 5 ans. Euh, on a beau essayer de le corseter. En fait, c'est-à-dire de proche en proche, le dessin se déplace, en fait, inévitablement. L'enjeu, c'est d'essayer de s'en rendre compte, c'est pas toujours facile, et d'essayer de faire en sorte que ce déplacement soit pas en contradiction avec le récit. C'est surtout ça, en fait. Euh, Là, en l'occurrence, j'avais un avantage, c'est que comme il y a une rupture de ton très importante entre les deux tomes, les déplacements qui s'étaient opérés au fil du temps dans le dessin, c'est normal à Est-ce force que vous de. pouvez qualifier cette rupture de ton Cette rupture de ton. entre les deux volumes? De temps, vous avez dit, ou de ton? De ton. De ton. Alors, Une est-ce rupture de que... ton. Je crois que j'ai l'impression que, disons, que les deux volumes sont comme disons, la face lumineuse et la face sombre d'un même récit, ou d'une même question. Et pas le bien et le mal. Une face lumineuse et une face sombre qui sont formalisées par les deux objets, mais qui en réalité dans le récit s'entremêlent totalement. Et c'est pour ça que je pense que même si tout ça est très politique et que je ne retire pas un mot de ce que j'ai dit et de ce que je crois qu'on a essayé d'y mettre avec Roxane, il n'y a pas de point de vue moral là-dedans. Je crois qu'il y en a assez peu. Et je crois qu'on montre aussi d'une certaine manière que tous les personnages ont leur raison, par exemple. Tous les personnages ont leur raison, comme souvent dans la vie en fait. Et que c'est pas un problème de morale, que ça se joue autrement. Mais je crois vraiment qu'il y a un versant beaucoup plus lumineux dans le premier tome et beaucoup plus sombre dans le deuxième, dans la tonalité générale. Alors, je ne sais pas si ce n'est qu'un ma lecture, en tout cas ma vision de la chose, mais moi j'ai trouvé que le premier, même si il y a une
folle continuité. Le premier était presque plus posé, malgré le fait qu'on rentre tout de suite dans un récit où il y a des enjeux très forts qui se passent. Alors que le deuxième, peut-être l'avions-nous attendu un peu, enfin, c'est pas reproche, il faut avoir le temps de faire un tel livre. Mais dès les premières planches, enfin dès la première planche et dès les premières séquences, l'énergie de chaque trait est fantastique. Et tout d'un coup, on se dit, le souffle est décuplé. C'est comme s'il y avait tant mieux si c'est le cas. Vraiment dans la manière dont... Alors certes, on est tout de suite dans... Il pleut, la tempête, la mer est déchaînée, mais on sent que vous êtes, vous, en tempête et déchaîné, quoi. Au début, oui, c'est vrai. J'ai pas toujours eu cette énergie-là pendant le livre. Les scènes de bataille valent leur pesant de... Oui, mais parce qu'on rentre, c'est vrai qu'on... De lance et de bouclier. Mais parce qu'on rentre... en fait, c'est-à-dire que dans la construction de l'histoire avec Roxane, il y avait cette idée que, après cette ellipse, c'est comme si on avait fait un bond en avant vers... comme une espèce d'effet de zoom sur... Voilà, c'est là que tout se cristallise, c'est là que tout va se jouer, d'une manière de plus en plus intense. C'est-à-dire qu'au début, ça avance lentement comme ça. Il y a des mouvements, les personnages se déplacent, et petit à petit, ils se rapprochent du cœur du sujet. Et là, dans le deuxième tome, c'est pour ça que ça se passe sur... C'est 10 jours, et c'est la guerre, et on est au cœur du sujet, de la tension, de tout ce qui déchire les personnages, de tout ce qui les traverse, de tout ce qui les confronte. Et alors, physiquement, c'est les corps, c'est la guerre, il y a le feu, enfin c'est ça, oui, c'est vrai que c'est un peu le déchaînement des éléments quand même. Mais cette énergie, elle va de plus en plus loin, puisqu'on arrive à des pages quasiment abstraites, et pourtant on ne perd pas le récit, je le dis tout de suite, mais avec où tout n'est plus que fracas de couleurs, que fracas de traits. J'aime beaucoup cette fin. Je dois dire. Je suis pas ça souvent, je suis pas souvent content de moi, mais là j'aime beaucoup cette fin. Oui, on l'aime aussi, Ça fait plus de 45 minutes que nous parlons ensemble. Il se pourrait qu'il y ait des questions d'internautes. Des questions des internautes. Voilà. Jean-Christophe, nous avons des questions d'internautes. Alors oui, je ne sais plus comment s'appelait cette émission à la télévision dans les années 60-70 où il y avait ça avec les télévisions de téléspectateurs. Oui, comment, je ne sais plus, mais voilà. Quand vous avez commencé l'âge d'or, vous aviez déjà une idée de la fin ou est-ce arrivé au fur et à mesure? Non. Quand j'ai commencé à dessiner le premier tome, je savais exactement où on allait. Tout avait été écrit avec Roxane, l'intégralité du récit. Je vais même vous dire quelque chose. Quand vous arriverez au bout, vous n'aurez qu'une envie, c'est tout relire parce que vous comprendrez le début un peu mieux. Oui, c'est vrai. Je pense qu'on lit le premier tome différemment au regard de cette... On relit le premier tome en ayant compris beaucoup de choses. Quand et par quel auteur ou série Cyril Pedrosa a-t-il découvert la BD et l'envie d'en faire lui-même? Alors là, c'est très simple. J'ai 2 piliers qui ont nourri mon enfance. C'est Uderzo et Goscinny, évidemment, mais c'était le dessin d'Uderzo avec Astérix. C'est les albums de bande dessinée que j'avais enfant chez moi, chez mes parents, et la presse Disney, que je dévorais. Il n'est pas pour rien donc que vous avez travaillé un peu pour Disney. J'ai travaillé un peu chez Disney, c'est un peu un hasard malgré tout, parce que j'y suis venu par l'animation. Vous êtes passé par l'école des Gobelins. Je suis passé par l'école des Gobelins et j'ai travaillé... C'est un peu aujourd'hui, alors je suis désolé pour toutes les autres écoles, mais c'est un peu l'ENA maintenant oui, quand même. Non, quand on voit le nombre de... quand on voit la patte et vraiment le talent des gens qui ont fait les Gobelins, sont passés par les Gobelins. Quand j'ai vu que vous étiez passé par là, je me suis dit oui. Oui, parce que effectivement, j'ai commencé à travailler dans le dessin animé. Mais bon, c'était un peu un hasard parce que j'ai travaillé chez Disney parce qu'à ce moment-là, Disney avait un studio à Paris, ça aurait pu se passer tout à fait à Montreuil, exactement, pendant une dizaine d'années. Juan Guarnido, il est passé par là aussi. Voilà, Virginie Augustin, Nicolas Kiramidas, beaucoup de gens qui ont fait de la bande dessinée. Et qui sont tous de très bons auteurs de bande dessinée. Absolument. Ouais. Comme quoi, il y a une scène de la bande dessinée et il y a un petit phénomène générationnel autour de ça, effectivement. Dans le moment historique qui est le nôtre, pensez-vous que notre prédisposition, alors ça doit être notre prédisposition à nous lecteurs, je reprends, dans le moment historique qui est le nôtre, pensez-vous que notre prédisposition à l'aventure reste intacte? Mon Dieu! C'est pour ça que je me suis repris à 2 fois pour vous donner... Notre prédisposition à l'aventure.
collectivement, j'ai un peu le sentiment que notre prédisposition à l'aventure, elle est un peu amochée. Enfin, c'est-à-dire que, mais parce qu'on en a tenté des aventures, quand même. On en a quand même tenté. Qui se sont beaucoup cassés la figure. Beaucoup, beaucoup. Et après, il y a des aventures qui ont gagné, qui se sont pas cassées la figure, mais pas forcément pour notre bien aussi. Je sais pas, c'est difficile de répondre quand même d'une manière simpliste, enfin d'une manière générale et un peu catégorique à cette question. Je pense, tout ce que je peux répondre, c'est que j'ai l'impression, bizarrement, et je ne m'y attendais pas, qu'en vieillissant, je me sens beaucoup plus prédisposé à l'aventure que jeune homme, en tout cas. Voyez-vous la protagoniste Tilda comme une héroïne contemporaine? Ah oui. En Oui, quoi? oui. En quoi? Parce que finalement, mais je crois qu'en fait, je peux dire ça, je pense que Roxane dirait la même chose de tous les personnages. Bien évidemment, ils évoluent dans un monde féodal et bien évidemment, ils sont les jouets de ce monde-là. Mais ce qui les anime est exactement la même chose que ce qui nous anime nous, fondamentalement. Il n'y a aucune différence. Euh, on n'en parle pas souvent parce que justement, ce n'est pas dans le livre. Une des choses fondamentales qui change, qui à mon avis, qui éloigne de nous l'homme et la femme du Moyen-Âge, c'est le fait religieux. Qui, je pense, vraiment traverse l'homme et la femme du Moyen-Âge d'une manière qu'on ne peut pas imaginer. Enfin, que les croyants, sans doute, aujourd'hui peuvent imaginer, mais que peu de gens partagent aujourd'hui, ici en tout cas, par exemple en Europe, et qui redéfinit la vision du monde totalement, le rapport au monde, le rapport à sa propre existence. Et ça, c'est quelque chose qui est très loin de nous, je pense, enfin, qui est encore proche de certaines personnes, mais qui n'est plus en nous. Voilà. Et il se trouve que les personnages du livre, pour eux, cet enjeu-là n'existe pas. Le fait religieux est hors du récit. Ce qui fait que je crois vraiment que ce qui anime les personnages, leurs passions, sont les mêmes que les nôtres, vraiment. Y a-t-il encore des questions? Parce que j'en ai encore une dans les mains, mais je voudrais la garder pour la fin. Ah ouais. Oh, j'aime bien ce jeu. Allez-vous revenir à l'animation, nous demande-t-on? Mais j'en ai très envie. J'en ai très envie. J'ai eu l'occasion cette année, pendant le premier confinement, de réaliser un clip vidéo pour un ami musicien qui a énormément de talent, qui s'appelle Len Parrott, pour un single qui s'appelle Paladine. Et d'ailleurs, j'en profite. Excellente chanson. Magnifique chanson. Magnifique chanson. Artiste. Et magnifique clip vidéo, effectivement. Mais surtout magnifique. Génial. Chanson. Et d'ailleurs, Len Parrott a sorti son album il y a quelques temps, mais vraiment allez l'écouter, c'est magnifique. Et donc à cette occasion, d'abord j'avais la joie de travailler avec lui parce que c'est quelqu'un que j'aime énormément au-delà de son talent. Et j'ai adoré faire ce clip et ça m'a vraiment énormément donné envie de refaire de l'animation, à tel point que, entre-temps, j'avais commencé à écrire un court-métrage d'animation que j'ai fini et que j'aimerais vraiment commencer à réaliser l'année prochaine. Et je crois même que mon rêve secret, ce serait de pouvoir réaliser un film d'animation, un long métrage d'animation, mais vraiment, parce que marcher sur les traces d'un Arthur de Pince, d'un Jonas Fard, il y en a un certain nombre. Il y en a beaucoup qui l'ont fait, c'est vrai. Et ben, marcher sur leurs pas, en tout cas, disons, avoir le courage qu'ils ont eu, l'élan qu'ils ont eu, ça oui, mais trouver ma voix là-dedans, ma voix singulière. Enfin, j'aimerais bien réussir à faire de l'animation de la même manière que je fais de la bande dessinée, en essayant de tenir une ligne qui est la mienne, en fait. Ce qui n'est pas si simple, parce que je crois que j'ai tout à apprendre dans l'animation. J'en ai une connaissance un peu lointaine. Maintenant, je ne suis plus un jeune homme de l'animation. Bah oui, et on l'a dit. Hein. Et la vie, vous avez 47 ans, hein, vous n'êtes plus tout à fait un jeune homme non plus. Tout à fait clair non plus. Vos références littéraires, demande-t-on ici? Mes références littéraires, je sais pas, qu'est-ce que je peux citer là? Je peux citer un bouquin que j'ai essayé de trouver désespérément là dans ma bibliothèque. Mais peut-être allez-vous le trouver en revenant. Peut-être. Quand ça sera ouvert ou en click and collect. Je ne sais pas si François Sagan fait du click and collect. Non, pas de click and collect. J'avais chez moi l'édition Quarto de Sylvia Plath qui rassemblait à la fois son roman La Cloche de Verre et puis sa poésie. Et par exemple, ça c'est une autrice que j'aime énormément, enfin, que j'avais très très envie de relire en ce moment, et je ne retrouve plus ce livre, j'étais désespéré. Non, mais qu'est-ce que je peux citer? Un auteur français, par exemple, mais vraiment beaucoup de gens aiment, mais qui m'a redonné le goût de la lecture quand j'avais une vingtaine d'années, c'est Echenoz. Je crois que c'est en lisant, on m'a mis le Meridian Greenwich dans les mains, et je devais avoir 25 ou 27 ans, quelque chose comme ça, et j'avais un peu abandonné la littérature, et ça m'a vraiment redonné le goût à ça, et du coup Echenoz c'est devenu comme ça un bon compagnon, par exemple. Ouais. Il y en a beaucoup.
Et il y avait une deuxième question, les livres qui vous ont inspiré pour créer l'âge d'or, y en a-t-il eu? Alors, il y a assez peu de. Enfin, il y a des choses qu'on a lues. On a lu des choses sur Thomas Munzer. Quand on a travaillé sur l'écriture du texte de l'âge d'or, parce que l'âge d'or, c'est aussi un livre à l'intérieur du livre, avec un texte. Là, on a un peu relu Thomas More, des choses comme ça. Mais il n'y avait pas tellement de références littéraires, bizarrement. Euh, oui, c'est vrai. Alors que Roxane est une très grande lectrice, bien plus grande lectrice que moi encore, je crois. Et Il faut dire que si je ne l'ai pas oublié, c'est une libraire. les libraires, oui, oui. Mais alors, c'est vrai que les libraires sont souvent des grands lecteurs. Ah oui. Mais pas toujours. Enfin, et puis, ils ont, je crois, la difficulté de devoir lire toutes les nouveautés. Enfin, c'est complexe, ils doivent faire beaucoup de choix. Mais en l'occurrence, elle lit beaucoup et on avait aussi on avait beaucoup de lectures communes. Mais pour l'écriture, on avait assez peu de références littéraires. Alors là, il y a une question que j'ai failli vous poser tout à l'heure, mais je me suis dit, je ne suis pas sûr que ceux qui nous regardent de l'autre côté de ce Facebook Live puissent le comprendre. Et comme ils la posent, je suppose qu'ils la comprennent. Très bien. Vos taches d'encre sur les doigts, c'est pour 1000 dessins pour les libraires, dans les librairies? Oui, oui, c'est parce que j'étais en train de de finir ces 1000 dessins avant d'arriver ici. Il faut dire de quoi il s'agit. Oui. Au moment de la sortie de l'âge d'or, il y a une semaine, comme on s'est tout de suite rendu compte, enfin, c'était acté qu'on ne pourrait pas aller en librairie, rencontrer les lecteurs, organiser des événements, des dédicaces, etc. En parlant avec les éditions Dupuis, je leur ai proposé de faire ça à distance, c'est-à-dire en fait de réaliser des dessins chez moi qui seraient envoyés dans les librairies et que le libraire comme ça pourrait offrir avec le livre au lecteur. Et je me suis retrouvé comme ça, on a fait les comptes et il y avait à la fois les librairies chez qui il était prévu que je dédicace et donc on a dit ok, tant de dédicaces pour chacun, tant de dessins pour chacun, et puis je me suis dit tant qu'on y est, on pourrait peut-être essayer d'élargir ça, donc faire en sorte que tous les libraires par exemple du réseau Canal BD puissent en avoir un peu. Donc du coup je me suis retrouvé à faire 1000 dessins, en fait un tout petit peu plus, 1120 pour être précis, et j'ai dépassé les 1000, là je suis dans les Mais vous n'avez pas encore fini. Mais j'ai pas encore fini, et c'est vrai que j'ai beau essayer de me laver les mains correctement, il y a des tâches qui sont hyper persistantes sur les ongles. Et donc la dernière question, puisque nous arrivons quasiment à l'heure passée ensemble, en tant qu'auteur, comment vit-on la sortie d'un livre aussi attendu, en plein confinement et les librairies fermées? Eh bien, je crois, et je ne sais pas comment Roxane vit la situation, mais je vis ça en étant conscient du privilège d'être un auteur connu, d'être reconnu, et que mon travail soit visible, et que le livre qui sort là est le deuxième volume d'un livre qui est déjà sorti et qui a déjà eu du succès. Je sais qu'on a beaucoup de chance dans ce contexte-là. Je pense que je le vivrais beaucoup plus douloureusement si c'était un premier ouvrage, par exemple, ou si c'était un nouveau livre que personne n'avait jamais vu, parce que là, je saurais très bien que le lecteur ne pourrait pas découvrir mon livre, il serait dans la capacité matérielle de découvrir mon livre, et que ce livre ne serait pas lu, en fait, tout simplement. Et là, je serais très très malheureux, et je pense que il y a plein d'auteurs et d'autrices en ce moment qui sont très malheureux à cause de ça. Donc je suis frustré, évidemment, un peu j'ai le sentiment, et on a le sentiment de ne pas pouvoir donner toute l'ampleur qu'on aurait voulu à la sortie de ce livre, mais rencontrer le public, et puis voilà, et traverser un peu la France, et puis parler avec les gens, et puis même en fait vraiment que ce livre puisse être, parce qu'on a aussi envie que des gens le découvrent, et pas uniquement ceux qui ont lu le premier tome, mais je suis aussi conscient qu'on est plutôt dans une situation privilégiée en ce qui concerne ce livre-là, ouais, vraiment. Eh bien, nous allons d'abord vous remercier d'avoir passé cette heure avec nous, Cyril Pedrosa. Merci à vous qui avez été de l'autre côté de ce Facebook Live. Je ne peux que vous inviter à découvrir, si ce n'est déjà fait, les 2 volumes, et il faut vraiment découvrir les 2 volumes de l'âge d'or, Cyril Pedrosa et Roxane Moreille, sous le label Air Libre des éditions Dupuis. Merci à la médiathèque Françoise Sagan qui nous a accueillis aujourd'hui et pour laquelle vous allez faire une dédicace sur celui-ci. Merci également à la bibliothèque Lévi-Strauss qui avait prévu d'organiser cette rencontre en présentiel, comme on dit désormais, encore un mot nouveau que nous avons appris. Merci à Bibliocité qui a organisé cette partie de Facebook Live qui nous oblige maintenant à vous parler à distance, mais c'était avec un grand bonheur et en espérant que vous lirez beaucoup de bandes dessinées.
N'hésitez pas dans les librairies à cliquer, à rappliquer, à collecter. Et n'hésitez pas non plus, et peut-être d'abord, à venir vous précipiter dès qu'elles auront rouvertes, à vous précipiter dans les bibliothèques. Merci à vous. Hop. Merci Cyril. Merci.